Non, laisse tomber, laisse Pour tomber. mon ventre. Bien, bonjour à tous. Est-ce que c'est OK pour le son? Ouais. Bon. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Innovation et Performance. Aujourd'hui, on va parler de l'innovation, mais on va parler de l'innovation pragmatique, pas l'innovation du concours Lépine, pas le gadget. Moi, je n'aime pas cette définition d'innovation. On va parler de l'innovation qui sert la performance des entreprises, en clair, le PNL, la transformation RSE, ou les enjeux commerciaux des entreprises. J'essaie de m'écarter un petit peu, je crois que c'est toi qui me fais ça. Et pour parler de l'innovation dans la logique de performance, quoi de mieux que 5 très belles entreprises. Ils vont avoir l'occasion de se présenter, mais avant d'ouvrir le débat, j'aimerais reprendre une parole qui va largement causer à un de mes voisins de droite. Je voudrais reprendre une parole de Philippe Mélier, qui était le président de Fréquin pendant de nombreuses années. Philippe Mélier m'a dit en avril 2020, en plein lockdown, et c'était la période Covid, je ne veux pas vous faire de dessin, il me disait « Tu sais Fabien, l'innovation, c'est là-dedans qu'il faut investir en pleine crise. C'est ce qui nous permettra d'être leader à la sortie de la crise. » Donc je pense qu'en effet, c'est une bonne route pour parler d'innovation. Et je vais laisser la parole dans l'ordre à mes invités pour qu'ils se présentent, en commençant par Olivier Renard. Bonjour, merci Fabien. Bonjour Olivier Renard, je suis le président de Fréquin France. Fréquin en France, c'est à peu près 35 000 camions. 2500 collaborateurs. Le groupe fait à peu près un petit milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est un groupe français. Donc on intervient dans tout type de domaine, dans 6 grands domaines d'activité. Et on a une centaine d'agences en France réparties sur 6 régions. Donc voilà, on intervient sur la partie grand compte, notamment avec mon voisin de gauche qui est un de mes bons clients d'ailleurs. Et puis sur des petits clients locaux, dispatchés sur toute la France. Voilà. Benoît. Merci Olivier, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Benoît Frette, le président de Chronopost. Chronopost, c'est le leader français de l'Express depuis 40 ans. Nous fêtons notre 40e anniversaire cette année. Nous faisons à peu près 1 million de colis jour avec un engagement environnemental très très fort puisque nous sommes engagés dans une décarbonation de nos activités certifiées par le SBTI à zéro en 2040. Et notre spécificité, c'est de livrer chaque client avec le même niveau d'exigence qui nous donne un colis ou 50 000 colis par jour en France, à l'international, à domicile, hors domicile, et sur des marchés bien plus techniques et spécifiques comme la santé ou l'alimentaire sous température dirigée. 260 millions de colis par an, si je ne dis pas de bêtises. 260 millions de colis l'année dernière, avec une croissance de 9% cette année. Donc, la croissance est dynamique. À ma gauche, un acteur international du transport. Bonjour à tous. Donc je suis Hakim Hadji, je travaille pour la société Maersk. Je suis en charge de toutes les solutions logistiques pour l'Europe du Sud et le Maghreb. On aura l'occasion d'en parler plus tard, je pense. Maersk a fait le choix d'être un intégrateur logistique. Néanmoins, vous connaissez tous Maersk pour son activité maritime, qui regroupe 100 000 personnes, présent dans 130 pays. Et voilà, sur notre zone Maghreb et Afrique du Sud, nous faisons un chiffre d'affaires de 550 millions de dollars, pour un chiffre total pour Maersk Logistique de 15 milliards, pour la partie logistique uniquement. Voilà. Merci Hakim. Pénélope pour le groupe FM Logistique. Bonjour à tous, FM Logistique, donc, où j'ai la chance d'être directrice développement durable et QHSE. FM Logistique, c'est un groupe familial français, près de 30 000 collaborateurs répartis dans une quinzaine de pays, principalement en Europe, mais aussi en Asie et en Amérique latine. Et on opère sur tout un tas de solutions qui vont des solutions d'entreposage, manutention, préparation de commandes, organisation de transport et les activités également de co-packing, avec une ambition très forte, supply chain, où on vise à la fois la neutralité carbone de notre scope direct à horizon 2030 et à la fois de travailler activement sur les conditions de travail de l'ensemble de nos collaborateurs. Et enfin, pour boucler ce tour de table, Mathieu pour le groupe Seva Logistics. Oui, donc bonjour Mathieu Friedberg. En effet, je pilote la destinée de Seva Logistique, qui est donc la filiale logistique du groupe CMA qui a fait le choix de ne pas s'intégrer. Et donc,
environ 19 milliards de chiffre d'affaires, 50% en Europe, 20% en Amérique du Nord, 20% en Asie, le reste entre l'Amérique latine et le Moyen-Orient, avec 3 grands métiers qui pèsent à peu près la même chose entre, on va dire, la commission de transport, la logistique contractuelle et le transport overland. Voilà, en gros, en quelques mots. 110 000 collaborateurs un peu partout dans le monde. Alors Mathieu, gardez le micro. J'aimerais qu'on fasse justement, alors évidemment on va parler d'innovation, mais on va parler d'innovation à la fois dans les choix stratégiques des entreprises, dans la gouvernance de l'innovation. Et j'aimerais, pour commencer avec vous Mathieu, qu'on parle de cette signature que vous venez de faire avec France Logistique à l'instant et la DGE. Et chez CEVA, c'est quoi, à quel niveau est l'enjeu de l'innovation? À quoi ça sert concrètement? Alors, d'abord, l'innovation, ça ne date pas d'aujourd'hui, donc ça fait un moment qu'on en fait, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Comme j'expliquais un peu plus tôt, l'innovation, c'est d'abord, selon nous, une question d'état d'esprit. Donc on essaye effectivement d'irriguer cet état d'esprit dans l'entreprise, c'est-à-dire en gros de ne pas considérer que les choses sont acquises et que tout peut être questionné et vu sous un angle différent. Donc ça implique des routines. Donc on a mis en place beaucoup de routines à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous nos métiers, à la fois des Innovation Awards, des hackathons, du Design Thinking. Enfin bon, on essaye de profiter d'un écosystème qui est à la fois un écosystème du groupe au sens large avec CMA-CGM, l'Académie Tangram à Marseille et puis d'autres centres qu'on essaye de monter et puis ce qu'on développe en interne. Et donc ça permet d'animer au quotidien et on a une équipe très très compétente dont la tête pensante est dans la salle. Donc ça c'est au cœur du dispositif. Et puis après, on essaye quand même d'être attentif aux innovations de rupture, ou d'ailleurs aux ruptures qui arrivent. Donc ça c'est des dispositifs peut-être un peu plus prospectifs. On a monté un centre de recherche et développement pour le groupe d'ailleurs, qui englobe à la fois des problématiques vraiment très très orientées transport maritime, mais aussi des problématiques robotique, mobilité autonome, tout ce qu'on va faire avec l'IA ou on ne fera pas avec l'IA, on ne sait pas trop encore. Voilà. Et donc ça c'est plutôt vraiment du prospectif avec beaucoup de partenariats en externe. Vous avez probablement vu qu'on a fait un partenariat avec Google, on a fait un autre avec Mistral. Enfin bon, on essaye d'irriguer au sens large pour se donner le maximum de chances de ne pas douper la rupture de demain. Pénélope, si vous voulez reprendre le relais, je sais qu'il y a des gros enjeux RSE chez FM, mais pas que. Oui, alors en effet, on innove beaucoup pour le développement durable parce que je dirais qu'il y a 2 grands sujets sur lesquels on investit en matière d'innovation. C'est les 2 ambitions, les principales en tout cas que l'on a, à la fois la transition omnicanale et digitale de nos activités et de l'entreprise en elle-même, et à la fois la transition durable. Donc quand on parle de transition durable, il y a les enjeux environnementaux et on pense en particulier au carbone, mais il n'y a pas que ça, il y a tous les enjeux aussi de circularité, de création de nouvelles offres, et bien sûr les enjeux humains. On n'y pense pas, mais aujourd'hui, il y a bon nombre à la fois de technologies ou juste de pratiques et de formations très innovantes qui nous permettent d'accélérer et de complètement transformer la façon dont on aborde les choses. Je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est toujours de se dire qu'on n'innove pas pour, je reprends ta notion de concours Lépine, on n'est pas dans du gadget, de l'invention, une idée qui serait simplement excitante ou amusante, surtout avec une trajectoire où on a besoin de venir être intelligent dans l'emploi des ressources, c'est vraiment aller chercher le besoin. Donc soit il y a un pain point à lever, soit la création de valeur parce qu'on crée une nouvelle offre, une nouvelle approche, on accélère la façon dont on travaille. Oui, j'ai pour habitude de dire que la différence entre l'invention et l'innovation, c'est le business. C'est ça, la valeur. Ah, okay. Côté Fréquin, pour basculer un petit peu, parce que en fait, pourquoi je sais que chez FM, il y a des gros enjeux autour de développement durable, mais je sais que chez Fréquin, il y a quelques petits retournements de business model autour de ces enjeux-là et que l'innovation a sans doute un rôle à jouer dans la stratégie du groupe. Forcément, parce qu'on a 40 000 camions en France, 40 000 camions qui roulent principalement, on n'est pas les meilleurs élèves du secteur, qui roulent principalement encore au diesel, donc forcément nos clients nous demandent des solutions pour aller sur la transition énergétique. Et c'est vraiment notre sujet. Donc l'innovation, si vous voulez, c'est vraiment au cœur de notre business. Nous aussi, on a nos têtes pensantes qui sont dans la salle en termes d'innovation parce que, effectivement,
la responsabilité de l'innovation chez Fréquin, aujourd'hui, elle n'est pas dans un service, elle est vraiment montée d'un cran et elle est au COMEX d'ailleurs. Donc, en tant que membre du COMEX, eh bien, on est responsable de cette transition énergétique parce qu'on a 10, 11 000 clients qui nous demandent un certain nombre de conseils et qu'on doit absolument accompagner. Et quand on a une centaine d'agences en France, eh bien, si pour des véhicules électriques, il va falloir installer un certain nombre d'infrastructures. Et donc tout ça, ça doit être pensé, organisé et prêt pour que nos clients nous donnent le go et puis qu'on puisse avancer avec eux. Je rappelle quand même que Fréquin achète à peu près en France, pour 3 millions d'euros de camions par an. 300 millions d'euros, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que si on achète un véhicule, il ne faut pas se tromper d'énergie, il ne faut pas se tromper d'organisation, il ne faut pas se tromper de maintenance. Donc pour nous, effectivement, l'innovation, c'est juste majeur pour accompagner évidemment nos clients. Oui, pour ceux qui étaient présents hier soir, à la soirée du transporteur de l'année, il y a eu une annonce forte annoncée par le réseau des transporteurs qui sont dans la ligne H2P, de la création d'un réseau privé de bornes de recharge poids lourds présent sur toute la France, qui sera d'ailleurs sans doute dans le cadre d'un partenariat avec AS24, ce qui du coup va répondre à cette problématique-là. Je me retourne du côté gauche. Côté Maersk, acteur international du transport, l'innovation au service de quoi? Alors l'innovation chez Maersk, c'est dans l'ADN. J'ai envie de dire que la roadmap technologique chez Maersk n'est plus au service de la roadmap stratégique, elle est incluse dedans. Par exemple, comme vous le savez, on a procédé à des investissements massifs pour mettre en place ce qu'on appelle le Network of the Future, avec Gemini, qui fait beaucoup parler d'ailleurs. L'objectif, c'était d'atteindre une fiabilité à 90% dans les transit times. Alors, c'est simple à dire. Comment on le fait? Il faut relier les terminaux avec les navires. Et pour ça, on a mis en place ce qu'on appelle des digital twins, c'est-à-dire d'avoir une reproduction digitale de vos assets, de vos systèmes et de vos process. De cette façon, en temps réel, vous êtes capable de piloter et de corriger en temps réel et de manière proactive. Donc, il faut savoir que dans le maritime, il y a encore quelques années, chez Maersk, les bateaux étaient complètement déconnectés des terminaux qu'ils contrôlaient. On les a fait travailler ensemble pour pouvoir accélérer la productivité. On a des gains de productivité aujourd'hui de l'ordre de 40%. Voilà. Ah, quand je dis innovation au service du PNL, c'est tout à fait ça. On n'est pas dans le rêve. Côté petit colis, pour le coup, là on était dans la masse un peu internationale, mais si on parle un peu du marché français. Alors, oui, pour nous, l'innovation, ça fait partie de notre quotidien. On a l'innovation dans la peau chez Chronopost depuis des années. Le sujet d'innovation, il doit apporter pour Chronopost sur plusieurs axes. C'est-à-dire qu'il doit être à la fois au service du client, à la fois au service de la rentabilité, donc soit du développement commercial, soit des économies opérationnelles, et au service du développement durable. C'est ça qui définit les sujets d'innovation chez nous, et c'est comme ça que l'on priorise nos différents sujets, projets, innovations en général. Quelques thématiques, on en parlait tout à l'heure, d'innovation ces dernières années chez Chronopost. On a eu en 2014 Predict, c'est un sujet d'interaction avec nos clients destinataires pour limiter les échecs de distribution. Ça, c'était une vraie première en France. Aujourd'hui, encore, nos concurrents commencent à peine à le faire quelques années, 10 ans après, plus de 10 ans après. On a eu avec Fréquin un super partenariat pour être la première entreprise à livrer en propre dans le monde du transport petit colis Paris, une grande capitale européenne, en électrique. Et donc, les véhicules n'existaient pas à l'époque. On a fait reshipper des véhicules en Europe de l'Est pour les mettre à notre taille. Et puis, on les a opérés en France. C'était plus de 200 véhicules à l'époque, en à peine un an. Et puis, dernière thématique d'innovation que l'on a amenée, vous voyez, c'est des sujets très diversifiés. La livraison sous température dirigée de monocolis dans l'alimentaire avec Chronopost Chronofresh, qui est une véritable innovation de marché. Cette fois-ci, on a créé quelque chose qui n'existait pas sur le marché, sur cette partie-là. Comment on priorise nos sujets d'innovation? En fait, c'est assez simple. D'abord, on laisse beaucoup de liberté dans toutes les directions. Chacun remonte ses sujets d'innovation, ses projets, ses besoins. Et après, par contre, c'est très structuré. C'est-à-dire qu'on a une directrice de l'innovation des projets qui est chargée, avec son équipe et avec les équipes métiers d'entreprise, de définir le ROI de chaque projet d'innovation,
le fait que ça réponde bien aux critères que l'on s'est fixés au départ, c'est-à-dire service client, au service du client, pardon, au service de la rentabilité de Chronopost ou développement durable. Et puis à charge ensuite au comité de direction tout entier de définir notre priorité et de sélectionner les sujets prioritaires de développement pour l'avenir. Alors ça c'est mon vrai sujet à suivre, c'est bien l'innovation, mais il y a une vraie question, c'est le niveau de la gouvernance. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, il y avait une problématique de gouvernance pour dire où est-ce qu'on met le patron supply chain dans une entreprise. Il y a une vingtaine d'années, on se battait avec mon ami Jean-Philippe Guillaume, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais on voyait un peu de tout. On a vu sous des DSI, sous direction achat, etc. Petit à petit, c'est remonté dans l'establishment, de façon à en faire un actif stratégique des grands groupes, la supply chain. Quid de cette innovation? Alors, du coup, chez Chronopost, vu que tu es rentré un petit peu dans ce sujet-là, en effet, le niveau de gouvernance, système de remontée d'informations, des décisions au niveau du COMEX, donc c'est vraiment maintenant ancré au niveau du pilotage stratégique de l'entreprise. Ah ouais, pour moi, c'est essentiel. On a fait le switch il y a une dizaine d'années. Avant, c'était le directeur de la branche qui criait le plus fort qu'avec son sujet d'innovation ou son projet qui passait en priorité, en disant oui, moi je vais faire beaucoup de ROI, ou etc. Bon. Donc en fait, il faut vraiment, parce que soit vous avez une entreprise qui fourmille d'idées comme les nôtres, donc vous avez plein de projets et plein de sujets d'innovation qui sont en demande de développement, soit vous en avez peu, et donc dans ces cas-là, le sujet peut être différent. Chez nous, on se doit de faire une certaine priorité, on se doit de gérer les projets prioritaires, qu'ils soient innovants ou simplement parfois on a aussi des projets qui viennent prendre de la bande passante sur des projets réglementaires, comme dans l'international, la douane et j'en passe. Donc, pour certains, vous connaissez ça par cœur. Donc on a une bande passante pour des sujets de développement, d'innovation, et cela, de coup, cette bande passante, elle n'est pas extensible, on se fixe un certain budget. En termes de développement IT, on a des grosses équipes IT, on fait quasiment tous nos sujets et tous nos projets en propre. C'est-à-dire qu'on développe chez nous, hein, c'est vraiment nos spécificités, avec nos équipes IT, ces développements, cette interaction avec notre système, de façon à être très agile au moment du déploiement et aussi en amélioration de cette innovation. Donc ces sujets-là remontent, ils sont priorisés, ils sont structurés, et ensuite charge au comité de direction, tous ensemble, de faire le choix, mais on fait des choix du coup sur des critères bien spécifiques, tout simplement. Hakim, quand on est dans une entreprise mondiale, mais avec la particularité d'avoir un headquarter au Danemark, qui a priori n'est pas le plus grand pays du monde à l'échelle de Trump, comment on peut... Non mais en fait ça va être le wording tout le long du SITL, j'ai entendu parler de Trump, donc je le fais aussi. Hein. Du coup, comment est-ce qu'on gouverne l'innovation et comment on peut le piloter dans votre fonction quand en effet son headquarter est au Danemark et que le terrain de jeu est mondial? Alors c'est très simple, hein. Je pense que chacun d'entre nous ici connaît l'attirance pour les nouvelles technologies et la transition énergétique dans les pays du nord de l'Europe. Il suffit de voir le parc de véhicules électriques dans ces pays. Alors chez Maersk, je pense que Mathieu ne me contredira pas lorsque je dirais que ça a été le pionnier dans la décarbonisation du secteur maritime. Ça a commencé en 2018, ils avaient pris un engagement à 2050 pour un net zéro. 3 ans après, en 2021, ils remettent la barre à 2040, donc 10 ans de moins. Et en 2030, ils s'engagent à atteindre les 70% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça vous donne une idée de la façon dont c'est géré chez Maersk. Alors bien sûr, on n'oublie pas nos clients. De plus en plus de nos clients nous demandent de comprendre un peu mieux l'empreinte carbone des modes de transport que nous utilisons. Donc un peu de la même façon que c'est fait chez CMA avec Tangram et avec les incubateurs, nous investissons sur des startups qui sont en mesure aujourd'hui, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients des dashboards sur leurs émissions de carbone. On utilise l'intelligence artificielle également pour pouvoir leur permettre de faire des meilleurs choix au niveau logistique et des conseiller et leur faire des recommandations. Donc il y a une volonté absolument vraie de s'ancrer dans cette transition. D'accord. Olivier, côté Fréquin, j'entendais tout à l'heure, tu évoquais qu'en effet, ce sujet d'innovation, pareil, était remonté dans le temps à un niveau COMEX. Si tu peux rentrer un petit peu dans les détails de la gouvernance Fréquin, sachant que tu diriges la France, mais que Fréquin est présent sur d'autres pays en Europe. Hein. Tout à fait. En fait, ce qu'on s'est aperçu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15-20 ans, on parlait de la qualité avec des normes ISO, système qualité, etc.
on faisait ça un petit peu sur le côté, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais Benoît là, juste avant. On prenait, c'est pas celui qui crie le plus fort forcément, mais en tout cas c'était un sujet qui était à côté, et puis les gens qui voulaient s'en servir l'utilisaient. Là, à l'inverse, on a fait monter ça sur la direction générale et sur le COMEX pour que l'innovation soit d'entrée de jeu, dans l'offre, dans les habitudes, dans le quotidien. Et c'est la même chose on parle aussi de politique RSE chez Fréquin. C'est la même chose pour la politique RSE qui fait vraiment maintenant partie de notre quotidien et de l'offre Fréquin en tant que telle. Pénélope, côté FM, siège historique en Alsace, pourtant devenu player international. Évidemment, on connaît l'historique d'FM dans les pays de l'Est, mais aussi en Inde ou dans d'autres pays comme ça. Comment aujourd'hui vous pilotez, vous gouvernez ces enjeux d'innovation sur des territoires de jeu qui n'ont rien à voir et qui sont d'ailleurs un peu nouveaux pour FM? Oui, alors c'est vrai qu'effectivement les problématiques qu'on peut avoir, tu mentionnais l'Inde et la France ou l'Espagne ne sont pas toujours ou pas tout à fait les mêmes. Mais je pense qu'on prend ça vraiment comme une richesse, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le partage des bonnes pratiques, des innovations. On a plutôt une culture d'innovation plus proche du terrain parce que c'est cette culture très pragmatique. On aime bien parler de bon sens paysan, de bon sens pratique dans l'entreprise. Donc une culture de l'innovation qui est au plus proche du terrain pour à la fois venir toucher des besoins métiers, que ça peut être des besoins à nouveau. Je parlais de points de difficulté. Par exemple, on a du mal à avoir un remplissage suffisant de certains camions. Eh bien, on vient développer plusieurs solutions. Ça peut être un algorithme dans un WMS qui permet d'optimiser. Mais ça peut aussi être tout simplement une personne à qui on propose de bon sens ajouter une palette quand il semble possible de le faire. Donc, c'est pas toujours de l'hyper-technologie. Je pense que parfois, la low-tech est tout aussi efficace quand on donne le pouvoir aux personnes d'innover dans leurs pratiques. Et donc, toutes ces organisations qui sont très proches finalement de l'amélioration continue terrain, elles vivent au quotidien. Et après, notre enjeu, surtout dans des fonctions transverses et qui sont à des niveaux sièges régionaux ou mondiaux, c'est vraiment de venir aller puiser ces meilleures pratiques et les partager, les proposer entre les terrains. Je vous donne un exemple. Un des sujets les plus importants dans les dernières années, et on a eu forcément il y a 2-3 ans des pics de prix qui nous ont tous beaucoup motivés à réduire nos consommations d'énergie. Donc on a beaucoup investi pour l'optimisation de l'efficacité énergétique sur nos sites. C'est venu en plus de toutes les techniques d'éco-design de nos sites par des nouvelles technologies comme l'intégration d'IA à l'ensemble de nos systèmes de pilotage énergétique, mais aussi à des grands programmes de formation, des comportements, des collaborateurs qu'on a appelés Watt Watchers. Donc là, par exemple, on se dit, en France, on a réussi à, en 3 ans, réduire de 60% notre besoin énergétique tout en augmentant le nombre de sites. Donc on se dit que ça marche. Et en même temps, quand on veut le transposer en Inde, effectivement, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas du tout le même genre de site. Mais l'Inde, qui avait des problématiques très différentes de difficulté à accéder à des compteurs d'une certaine granularité, a réussi à développer une solution d'IoT couplée avec l'externalisation de CAPEX qui leur a permis, sur le premier site de test, de réduire de 80% leur consommation énergétique en 1 an. Donc là, on se dit, oula, c'est très efficace, mais c'est dommage de le laisser juste à l'échelle d'un site. Et c'est des solutions qui ne sont peut-être pas les plus intéressantes pour l'ensemble des sites, mais finalement, des sites en Europe où on n'a pas le niveau de granularité nécessaire au pilotage énergétique, on en a aussi. Donc c'est vraiment cette idée de prendre les bonnes pratiques, les bonnes idées où elles arrivent, et en tout cas chez nous, le plus elles sont proches du terrain, le plus elles sont pertinentes. On a bien sûr une dynamique centralisée dès lors qu'il y a des besoins qui sont communs ou qui nécessitent de la technique, des ressources qui sont plus importantes, mais au plus on est proche du terrain, au plus on est proche du bon sens pratique. Mathieu, j'ai une question un peu sur ces problématiques de gouvernance. Le cas de Seva est un petit peu atypique au sens où vous avez récemment vécu 2 grosses acquisitions avec Jeffco et Bolloré Logistics, et que parallèlement, vous avez une maison mère CMA qui est aussi un acteur mondial colossal. Comment vous arrivez à mettre en œuvre des logiques de gouvernance autour de l'innovation dans ces changements d'entreprise majeurs? C'est une excellente question. Question simple, réponse compliquée. Non, ce que je peux dire, c'est... écoutez, la gouvernance, elle commence d'abord, en tout cas chez nous, on essaye de faire en sorte que cette gouvernance soit la moins perturbatrice possible. Je pense que le désir d'innovation, il est assez naturel et
Mon job, c'est plutôt de libérer les énergies plutôt que d'essayer de les gouverner trop. Hein. Donc la première étape, c'est vraiment de faire en sorte que ça soit le plus agile possible pour que les gens innovent, ce qu'ils font assez naturellement, hein, pour tout un tas de raisons, des raisons de performance, de rentabilité, d'amélioration des conditions de travail, etc., etc. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est quand même, à un moment donné, toute innovation ne peut pas partir d'un site. Elle nécessite parfois des moyens plus importants, elle nécessite parfois une infrastructure et une gouvernance plus lourde. Et à ce moment-là, il faut être en capacité, d'identifier, de faire remonter et de mettre en place la gouvernance ad hoc sur des sujets qui emportent, on va dire, de manière plus large la destinée de l'entreprise. Et puis après, nous, on s'inscrit dans un écosystème encore plus large, qui est effectivement celui du groupe CMA-CGM. Et donc, on essaye à la fois de profiter de cet écosystème, qui est très riche, avec énormément d'initiatives variées. Donc, on se greffe dessus un peu comme le Bernard l'Ermite. Et puis, on essaye d'apporter, nous, notre pierre à l'édifice dans un groupe qui est d'un côté transport maritime, asset heavy, très orienté des carbos, du transport, etc. Et un business qui est le nôtre, où le cœur du sujet, c'est les people. À la fois en termes de ressources, cette ressource sera-t-elle toujours aussi disponible aujourd'hui, demain, comment est-ce qu'on va la travailler, quelles seront ses aspirations, etc. Donc c'est vraiment des problématiques différentes. Je pense que la combinaison des deux donne un ensemble pour les réflexions, on va dire, disruptives de demain, assez riche. Voilà. Donc c'est à la fois un niveau macro, R&D, un niveau gouvernance de projets vraiment structurants, et puis libérer les énergies le plus possible. Moins ils me voient, mieux ils se portent. Voilà. On a des témoins dans la salle, on en parlera. Bon, là, on a parlé un petit peu de ces grands enjeux, à la fois macro, gouvernance, etc. Et si on rentrait un petit peu dans le concret, à travers un petit peu des exemples, parce que chaque entreprise a sa culture d'entreprise et chaque entreprise a sa stratégie. L'innovation est souvent au service de la stratégie, il ne faut pas l'oublier. Et ces stratégies sont différentes d'une entreprise à une autre, y compris pour des raisons de culture d'entreprise. À ce titre-là, j'aimerais bien parler d'EFEM, qui a une culture d'entreprise extrêmement forte, bien connue de ceux qui sont proches de vous, et très engagée sur les RSE, mais pas depuis 5 ans, depuis 20 ans. Donc est-ce que tu peux, Pénélope, nous parler un petit peu de choses réelles, faites, concrètes, au quotidien chez EFEM Logistique ? Alors effectivement, je pense que tu l'as rappelé avant, on ne parlait pas de RSE ou de développement durable, mais c'était dans la culture de l'entreprise familiale qui faisait attention à la fois à l'impact qu'il avait sur les personnes, mais parce que c'était juste aussi En fait, c'était vraiment revenir au basique de pourquoi on parle de développement durable. Pourquoi je fais attention aux gens, au-delà du fait de me regarder dans le miroir correctement, parce que sinon ils ne voudront plus travailler pour nous, et donc ça va être effectivement, quand on est dans un métier people-driven, c'est compliqué. Pourquoi je fais attention dans l'environnement dans lequel je m'intègre ? Parce que de la même manière, si après je suis vue comme l'entreprise qui vient polluer les nappes phréatiques, parce qu'à cette époque, par exemple, on pouvait déverser des huiles sales, ce qu'on ne faisait déjà pas, et ben à nouveau, j'ai avoir des difficultés à pouvoir étendre mon business. Donc c'est vraiment cette notion très ancrée, effectivement, dans le bassin de l'Est de la France d'où est né, et qui a évolué au fur et à mesure des tendances, des attendus du marché, des évolutions réglementaires aussi, jusqu'à une stratégie RSE, développement durable, qui est très ancrée. Donc ce qu'on a fait concrètement, tout à l'heure tu parlais de gouvernance, déjà on a changé quelque chose dans la gouvernance qui a beaucoup changé de choses dans la façon dont on avance, notamment en matière d'innovation. C'est que dès lors qu'on veut effectivement passer le cap, donc partir par exemple d'une innovation site ou qui se restreint à un certain niveau et qu'on doit mettre en place des ressources et des investissements plus importants, on passe au crible de ce qu'on appelle chez nous les 3 P, qui sont la base de notre stratégie de développement durable, people, planète, partner. Donc, est-ce qu'on crée de la valeur pour les gens, ou au moins on n'en détruit pas ? Est-ce qu'on crée de la valeur pour l'environnement ? Et est-ce qu'on crée de la valeur pour nos partenaires ? En particulier nos clients, mais aussi nos sous-traitants, nos fournisseurs et toutes les équipes qui nous permettent de travailler et de délivrer au quotidien. Donc ça, c'est déjà complètement différent parce qu'avant, on se posait la question de quel est le ROI ? À la limite, comment est-ce qu'on finance le projet, mais encore. Et là, on vient ajouter 3 nouvelles dimensions qui ne sont pas toujours faciles à intégrer, à calculer, qui peuvent sembler des fois un peu ralentissantes, mais finalement, une fois qu'on prend le pli, ça permet juste qu'on revienne tous dans les mêmes sujets. Ensuite, si je reprends les 3 P, sur la partie planète, je vous ai décrit déjà ce qu'on avait fait récemment en matière d'efficacité énergétique. Je peux trouver un autre P plutôt sur la partie people. Dans les innovations, par exemple, un sujet qui a fait pas mal de bruit, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle dans l'amélioration des conditions de travail.
Aujourd'hui, en logistique, une des grosses problématiques de conditions de travail, c'est tous les TMS, en tout cas toutes les douleurs physiques que les collaborateurs peuvent ressentir sur le long cours, parce qu'on a envie qu'ils restent travailler longtemps chez nous. Et c'est pas toujours juste d'éviter de se couper le doigt ou de se casser le pied, mais c'est surtout éviter d'avoir des troubles musculo-squelettiques sur les articulations et sur les dos en particulier. Donc là, par exemple, on a un couple de solutions, à la fois sur un système vidéo, en fait, où tout simplement avec un téléphone, on peut venir filmer un poste de travail qui est fixe ou une situation, et à la fin, le système nous dit, OK, donc dans la journée que j'ai filmée, voici tous les mouvements qui, répétés, créent des douleurs pour le collaborateur, voici tous les mouvements qu'il faut changer et des préconisations. Donc ça nous permet de le voir, parce qu'on n'est pas tous ergonomes, et on n'a pas tous la chance d'avoir un ergonome sur site. Ça nous permet de le mesurer, l'avant, l'après, donc ce qui est aussi très intéressant, parce que sinon, c'est plus du doigt mouillé et on n'est pas vraiment sûr qu'on a un impact. Et ça nous permet de le suivre. On a l'équivalent, là, qui est plutôt sous forme de capteur, qu'on met sur les poignets, les épaules et le dos, pour des collaborateurs plus en mode picking, qui, eux, vont devoir faire des kilomètres dans l'entrepôt et qu'on ne va pas pouvoir suivre avec un téléphone ou un caméraman pendant toute la journée, et qui fournissent les mêmes types d'innovations. Donc ça, c'est par exemple sur la partie people. Et si je prends sur la partie partner, mon voisin de droite parlait tout à l'heure des dashboards de développement durable. Alors c'est sûr que là, plus on avance dans le temps, plus les données développement durable, on en veut plus. En plus, maintenant, on a la CSRD, la taxonomie. Tout va être audité, le nombre d'indicateurs explose. Donc tout ça, nous, on s'est retrouvés face à un mur, parce qu'on s'est dit, si on ne veut pas tripler la taille de l'équipe développement durable et les coûts associés, ça va être compliqué d'être au niveau. Et c'est finalement souvent quand on est dans une difficulté qu'on est les plus innovants. Là, on est venu mettre un couple de technologies. Alors une qui est un peu plus ancienne, RPA, qui est un robot finalement au sein de nos systèmes d'information, et des outils d'IA qui, moi, je les appelle souvent le manager du robot. Et en couplant les deux, on est venu automatiser presque 80% de la remontée de nos données. C'est-à-dire qu'on lui dit, cherche dans tous ces documents, de toute façon, il y a des SAP, des outils, etc. Et trouve-moi la donnée de qualité auditable et le document de preuve. Et donc ça nous a permis de faire un bond en avant sur la capacité qu'on a à pouvoir délivrer les attentes du client, parce qu'on sait que, on a encore du chemin à faire, notamment sur le transport, on peut aller plus loin. Hakim, même chose, grande entreprise, est-ce qu'il y a des focus aujourd'hui bien spécifiques, à la fois sur les activités maritimes, mais aussi sur les activités logistiques du groupe? Alors aujourd'hui, clairement, la priorité, elle est à la décarbonation de l'industrie maritime, clairement. Je pense qu'on est tous dessus depuis quelques années. Alors c'est vrai que Maersk a été le premier à passer des commandes de navires propulsés au biométhanol. Aujourd'hui, nous en avons 12 qui sont sur les mers, et on en a 26 qui devraient arriver sur le marché en 2027. Alors la bonne nouvelle, on ne pourra pas décarboner seul. Donc on travaille tous ensemble, on discute avec nos confrères de CMA et d'autres compagnies pour trouver le meilleur moyen. Parce que seul, ce ne sera pas possible. Il faut qu'il y ait l'intervention du régulateur aussi, notamment. Et dans ce sens-là, on est très content de savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 navires qui sont en commande à propulsion au biométhanol. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup. Alors, on ne fait pas que construire des nouveaux navires, on a aussi travaillé sur les navires existants pour changer les systèmes de propulsion et les passer au biométhanol. Voilà. Oui. Donc on entend des gros investissements, parce que là, l'innovation, elle était, entre guillemets, en amont sur la typologie des carburants qu'on peut utiliser, et tout l'enjeu derrière, c'est les capex monstrueux à engager pour transformer cette chaîne de valeur. Alors, la grosse difficulté aujourd'hui, ça va être de trouver le carburant et d'avoir une production à l'échelle du besoin du secteur maritime. Et c'est pour ça qu'on travaille tous ensemble avec nos confrères du monde maritime pour trouver ces solutions, de pouvoir faire fonctionner tous nos navires avec ces énergies renouvelables. Je me retourne côté terrestre avec Benoît. Je sais, pour l'avoir vécu de près, qu'il y a eu d'énormes investissements faits chez Chronopost pour décarboner le dernier kilomètre. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas que ça comme innovation. Vous avez des pain points aujourd'hui majeurs autour de l'IA en particulier, si tu peux en parler un petit peu. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA Gen, ça donne quand même un champ des possibles qui est quand même assez incroyable. Et du coup, nous, on fait partie d'un groupe, notamment Géopost, dans lequel on retrouve un peu des chronopostes partout en Europe et un peu dans le monde.
Et dans ces différentes BU, des business units, on retrouve pas mal de BU très innovantes aussi. Et donc on a fait un choix sur la partie IA notamment, avec le groupe de partager des grands sujets de développement d'innovation. C'est-à-dire qu'il y en a tellement, et il y a tellement d'idées géniales pour à la fois au service du client, en économie, en décarbonation, qu'on s'est partagé un peu des sujets de développement. Alors UK va prendre quelques sujets thématiques spécifiques, nous on va en prendre d'autres pays européens ont fait le choix de sujets d'innovation importants. Donc ça c'est travaillé avec Geopost, et pour moi c'est vraiment un apport d'accélérateur déjà dans la démarche. Alors nous concernant sur notre partie, nous on a fait un choix assez spécifique. D'abord c'est de travailler sur des sujets de la douane, qui sont très consommateurs. Chez nous, on a plus de 200 déclarants en douane. Donc c'est assez important. On fait la déclaration en douane, évidemment, pour le compte de Chronopost, mais aussi pour beaucoup de filiales de groupe, pour la Poste, entre autres. Et on sait qu'on a beaucoup d'apports, notamment sur le déclarant en douane, qui nous permettrait d'accélérer ces prises de décision, de mieux identifier... excusez-moi pour les termes techniques, des HS codes ou des choses comme ça, qui sont assez complexes à aller chercher. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire dessus. Donc nous, on a travaillé sur cette partie-là. Et l'autre partie, c'est la relation client. Bon. Donc on a un métier dans lequel la relation client, je trouve, n'apporte pas assez. Je pense qu'il y a des choses disruptives à faire pour le futur. Et notamment, on a une véritable expérience, puisqu'on a créé un chatbot il y a quelques années pour le compte de Chronopost, en investissant dans une société d'IT, d'innovation, une start-up avec laquelle on a créé un chatbot. On l'a déployé pour 22 BU à travers le monde, mais aussi pour certains de nos grands clients e-commerçants que vous connaissez, très très grands noms, mais aussi pour la Poste, d'ailleurs. On l'a fait également pour eux. Et donc, on va se servir aussi de ce savoir-faire pour s'aider de l'IA générative pour aller beaucoup plus loin dans la relation client. Chez nous, c'est 800 personnes, hein, la relation client chez Chronopost, donc c'est pas négligeable. On va aller beaucoup plus loin pour être plus autonome dans la relation client grâce à l'IA Gen, apporter plus de valeur, notamment dans de l'anticipation des sujets, d'être en capacité de s'assurer que la promesse qu'on a faite à notre client, elle soit bien tenue dès le lendemain d'un point de vue opérationnel. Et ça va apporter beaucoup de choses dans le futur. Et le futur, c'est demain, puisque le futur, pour nous, c'est d'ici la fin de l'année. Donc on aura un premier développement et une mise en œuvre sur une partie de nos produits par l'IA Gen en termes de relations clients d'ici la fin de l'année. Voilà, encore une fois, vous voyez, toujours l'approche, c'est des grandes masses, des grandes économies à faire, mais surtout beaucoup de développement pour le compte du client et lui apporter beaucoup plus que ce qu'il n'a aujourd'hui, puisque ça coûte très cher la relation client dans un mode de fonctionnement qui est en fait... qui a peu bougé ces dernières années. Voilà. Olivier Renard, transformation de business model chez Fréquin. Point focus, vos gros investissements, vos grands choix tactiques aujourd'hui chez Fréquin, ça va être quoi? Alors il y a aussi cette partie client. Hein. On a monté une plateforme chez Fréquin qui s'appelle Nexa. Hein, c'est une plateforme client qui permet à nos clients d'anticiper notamment tout ce qui est maintenance, révision, etc., pour avoir une planification qui soit optimale. C'est-à-dire que lorsque le camion arrive, finalement, nous, on a envoyé un message est déjà parti, le client le sait, il programme sa visite, et on a déjà commandé les plaquettes de frein, les disques, etc., etc. Donc le client arrive, ce qu'on souhaite, ce que le client nous demande, finalement, c'est d'avoir son véhicule tout le temps à la route. Donc lorsque le véhicule arrive chez Fréquin, alors on lui met un véhicule relais, hein, ça fait partie de l'offre Fréquin, ça c'est l'offre full service de Fréquin. Mais là, ça nous permet, si vous voulez, d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir réparer le véhicule en temps record. Là aussi, pour la performance économique de notre entreprise, parce que lorsqu'on a 2 véhicules pour un contrat, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et puis parce que notre client préfère avoir son véhicule titulaire qu'un véhicule de remplacement. Donc forcément, cette plateforme avec tous les véhicules qui sont équipés de géolocalisation, etc., ça permet effectivement, et grâce à l'IA, ça permet d'anticiper de manière considérable la maintenance préventive de nos véhicules. On clôturera cette première conférence importante de la matinée avec Mathieu.
Je sais, mon cher Mathieu, que vous travaillez énormément sur les sujets de l'IA et je ne vais pas me retourner, mais sur ma droite, il y a quelqu'un au fond de cette salle qui y bosse encore plus, vu que vous l'avez même nommé autour de ce sujet-là. Est-ce que Seva accepte de nous dire 2 mots sur les grands enjeux de l'IA à l'échelle de son groupe? Oh my God. Bon, c'est pas Harry Potter, hein, donc l'IA. Alors, on est un peu comme tout le monde. On regarde ce qui se passe, on se pose des centaines de milliards de questions sur quel retour on va effectivement avoir sur toutes les innovations prospectives qu'on peut faire. Les équipes ont bien une dizaine de projets en cours avec, on va dire, beaucoup d'espoir. Je ne sais pas encore si cet espoir va vraiment se transformer en réalité. Mais voilà, on y va de manière volontaire. Donc ça touche à la fois les sujets, on va dire, assez proches de la relation client et tout ce qu'on va pouvoir apporter comme valeur de ce point de vue-là. Un certain nombre de tâches répétitives sur lesquelles on espère pouvoir apporter de la valeur pour réorienter nos ressources ailleurs. Il y a toutes les réflexions autour de l'optimisation de nos opérations, le digital twin et tout ce qu'on entend autour de ces sujets-là, mais qui sont quand même, mettons de côté le côté sexy de l'appellation, hein, la réalisation de tout ça, c'est quand même assez naissant. Hein, il y a encore beaucoup de boulot. C'est-à-dire qu'on passe par une phase où on a l'impression que les progrès sont très très importants, on va très très vite, puis à un moment on plafonne. Et les derniers kilomètres, moi je cours pas le marathon, mais j'imagine que les derniers kilomètres sont très très durs. Hein. Et donc là, c'est un peu la même expérience. Donc on voit bien qu'il y a à la fin, pour vraiment être en capacité d'industrialiser, de scaler le sujet, c'est un peu plus délicat. On travaille sur l'IA pour améliorer l'expérience de nos collaborateurs. Parce que, pour revenir au point que faisait Pénélope, si on n'est pas attractif demain, on va pouvoir se regarder. C'est pas l'IA qui va faire le boulot, hein. Donc, en tout cas pas tout le boulot. Donc il va falloir qu'on reste attractif et je pense que l'IA peut nous aider aussi à changer l'expérience de nos collaborateurs. Et bien sûr, on essaye d'utiliser l'IA de manière un peu pragmatique avec un certain nombre de nos clients dans des sujets, j'ai envie de dire vraiment projet par projet, hein, dans lesquels on essaye d'embarquer le client pour travailler avec lui en commun sur des sujets précis et trouver les moyens d'appliquer l'IA dans nos outils. Alors évidemment, il y a l'IA générative qui est un peu la pointe affûtée de tout ça, mais après il y a toute l'IA dans nos machines qu'on essaye d'appliquer. Voilà, donc encore une fois, il n'y a pas de solution magique, c'est beaucoup de test and learn, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Ben écoutez, ça sera l'enthousiasme, ça sera le mot de la fin pour cette conférence. On avait un timing, on l'a respecté, on respecte nos métiers. L'heure, c'est l'heure, on livre à l'heure. On livre le dernier kilomètre à l'heure d'ailleurs, hein, mon cher Benoît. Merci à tous. Je voudrais juste qu'on applaudisse mes 5 intervenants parce qu'ils ont accepté de consacrer du temps ce matin. Ils ont accepté de préparer cette conférence, donc ils ont accepté d'être présents et c'est un honneur pour nous tous. Et puis, bon salon à tous. Un grand merci aux équipes de RX qui ont permis tout ça et à très vite.